l'Utica, comme on a mentionné en le présentant, c'est une formation géologique qu'on a pu observer dans les grands travaux dans la région de Montréal, notamment et sur la rive sud. Il y a des grands tunnels donc, qui ont été faits dans cette formation géologique. C'est une roche qui se présente comme une roche massive, gris foncé, assez noirâtre, mais qui comporte malgré tout un certain nombre de discontinuités. Alors c'est ces discontinuités, moi, qui me préoccupent. Dans le premier vidéo, on a vu l'effet des failles, mais il n'y a pas que ça. On va revenir avec un peu plus de détails ici. Les failles sont le cas extrême de discontinuité, présentant peut-être un problème le plus sérieux. D'autres photos dans l'Utica, alors ça c'est assez typique de comment la roche se présente quand on la regarde sous terre. Ici, on est bien sûr qu'à environ à 30 mètres, 30-40 mètres de profondeur, dans des ouvrages qui sont des égouts collés des collecteurs du côté de Longueuil. Vous avez donc cette roche, on voit un petit peu la stratification, mais ce qu'on voit surtout, c'est les discontinuités, les fractures. Et vous voyez qu'ici, la roche, quand elle est sèche, elle est gris pâle. Par contre, dans cette zone-ci, en raison de la présence de fractures, il y a de l'écoulement d'eau ici, donc elle prend une couleur un peu plus foncée. Ce sont vraiment les deux aspects les plus courants. Autre chose qu'on a constaté dans l'Utica depuis très longtemps, c'était pour près de 5 km de long, ce tunnel excavé dans l'Utica. Et vous voyez des petits points blancs ici, au radier. Comme il y avait de l'eau au plancher de cette galerie, on pouvait voir du méthane, du gaz naturel qui percole. Dans les chantiers de construction, on est de tout temps au courant qu'il y a du gaz dans l'Utica et dans d'autres formations géologiques, et on prend des précautions en assurant une bonne ventilation du tunnel. Ce sont des quantités qui demeurent faibles quand on fait une excavation, parce qu'on intercepte essentiellement des fractures naturelles. Ça sera différent quand on parlera là, de fracturation hydraulique, où là, c'est tout un volume à l'arrière qui amènerait du gaz. Ici, dans les fractures naturelles, le gaz circule de façon naturelle, mais à faible débit. Ça pose quand même un problème en génie civil. Ici, c'était une zone où il y avait un peu plus bonne quantité qui pouvait sortir par jour, certainement quelques dizaines de mètres cubes par jour. L'autre formation géologique dont je veux parler, c'est celle qui est au-dessus de l'Utica et que l'industrie présente comme étant une barrière étanche. Vous savez, on fracture à 1000 mètres de profondeur, puis au-dessus, on a une autre shale qui est tout aussi imperméable et qui sert de barrière. En termes d'imperméabilité, c'est relatif. Ici, on est dans le groupe de Lorraine. C'est un shale, mais qui est interstratifié avec d'autres types de roches qui sont plus perméables, des microgrès, des grès, parfois des bancs calcaires, et des couches de lit mince. Ici, c'est un lit de métabentonite. Je ne rentrerai pas dans le détail de ça, mais vous voyez quand même que ça donne naissance à des venues d'eau assez importantes. Il y en a une deuxième qui se situe de ce côté-ci. Ici, on est dans un tunnel du côté de la prairie. Alors, l'industrie présente ce schéma-là, en disant, nous, on fracture essentiellement ce 100 mètres d'épais, ou 200 mètres, selon les endroits où on se situe, et on conserve au-dessus, minimalement, 1000 mètres, et souvent, on est à 2000 mètres de profondeur, donc il n'y a absolument aucune possibilité que du méthane généré dans la zone de fracture sorte ailleurs que par le puits. Donc, voici pourquoi ce n'est pas possible. Je reprends l'argumentation de l'industrie. Si c'était aussi simple, ça serait effectivement le cas. Juste la seule équation que on va parler aujourd'hui, c'est une équation qui est bien connue par les gens en hydrogéologie, la loi de Darcy, qui décrit la vitesse d'écoulement dans un milieu poreux est égale au coefficient de perméabilité multiplié par le gradient. C'est assez simple comme équation. Et le paramètre qui est caractéristique de la roche, c'est le coefficient de perméabilité ici. Alors, pour des shales, on a des coefficients de perméabilité. On veut dire que la roche est quasi imperméable. On parle d'un coefficient de perméabilité de 10-12 mètres par seconde. Ça veut dire que si le gradient est 1, le gradient, c'est un peu comme la pente. Si vous faites rouler une bille le long d'une pente, plus votre pente est élevée, plus la bille va descendre vite. Alors ici, c'est un petit peu la même chose. On parle de la vitesse d'écoulement dans les pores ici, va dépendre du coefficient qui est très très faible ici, fois la valeur de I. Lorsqu'on fait de la fracturation hydraulique, on va injecter des fortes pressions et là, peut-être que I prend des grandes valeurs. Mais dans les conditions normales, le gradient I est toujours très faible. C'est ça qui fait que ce gaz-là, ou les bulles de méthane, ou comme l'eau aussi, l'eau très minéralisée qu'on a dans ces couches, c'est là depuis 450 millions d'années et ça n'a pas beaucoup bougé parce que pour parcourir avec cette valeur-là, ça prend donc 10 exposant 12 secondes. Pour parcourir 1 mètre, 10 exposant 12 secondes, c'est à peu près 30 000 ans. Et si on est dans le 10 moins 14, vous multipliez, vous êtes rendu à 3 millions d'années pour parcourir 1 mètre. Alors évidemment, pour parcourir 1000 mètres, c'est encore plus hypothétique.
Alors ça, c'est simplement pour parler de la notion de perméabilité. Comment ça se fait qu'on peut extraire du gaz d'une roche comme ça? Ben, c'est évidemment parce qu'on vient, en fracturant ici, modifier cette valeur-là en l'augmentant certainement par un facteur de plusieurs ordres de grandeur. On peut dire sans se tromper que c'est sûrement 100 000 fois ou 1 million de fois plus élevé la perméabilité qu'on retrouve dans la zone fracturée par rapport à ce que c'était avant qu'on fasse la fracturation. Alors, ayant augmenté la fracturation dans cette zone-là, c'est sûr que le gaz va s'écouler en partie, mais pas dans la totalité, parce que la fracturation n'est pas totalement efficace. On va voir ça un peu plus tard. Bon, voici une citation que j'aime bien. Il y en a plusieurs de l'industrie. Celle-là, je la trouve assez bonne. Il y a moins de possibilités qu'un feu de remonte 1 mille jusqu'à la mer Phréatique qu'un pétard de feu d'artifice se rende jusqu'à la Lune. Alors voilà, il dit que c'est impossible. Ils l'ont répété souvent. C'est impossible que du gaz naturel parte d'ici après qu'ils aient fait leur fracturation et traverse ce 1000 mètres-là. L'autre chose aussi, c'est que l'industrie, dans certains rapports, on le dit, et je vais vous montrer un petit exemple tout à l'heure, qu'on en connaît des fuites de méthane naturel. C'est sûr, le méthane, il y a des puits au Québec qui sont déjà, on peut déjà détecter du méthane dans certains endroits ailleurs aussi dans le monde. C'est le principal reproche qu'on a fait au film Gazland en disant qu'ils n'avaient pas dit que ça existait dans les conditions naturelles. Oui, ça existe des conditions naturelles du méthane, mais ce n'est qu'une fracture en général ou une faille qui va, par sa localisation, amener du méthane. On dit du méthane thermogénique pour le distinguer du méthane de surface. Si vous avez un marécage en surface où la matière organique se décompose, vous allez avoir du méthane, ou dans le site d'enfouissement sanitaire, il y a du méthane. Tout déchet organique en décomposition produit du méthane. Mais le méthane, qui lui date de 450 millions d'années, il a été transformé par la chaleur au moment de l'enfouissement géologique. Donc, on y réserve le terme de méthane thermogénique. Alors, du méthane thermogénique, on peut le distinguer avec celui qui est produit plus récemment par datation, par l'isotope carbone. On arrive à distinguer exactement quel type de méthane on a à faire. Donc, c'est prouvé, ça, scientifiquement, qu'il y a du méthane qui vient des profondeurs et qui aboutit en surface de façon naturelle. Quand la roche n'est pas fracturée, qu'est-ce qui se passe quand on vient la fracturer en plus? C'est évident que ça peut arriver en surface. Donc, il y a deux choses que je n'arrive pas à comprendre. Quand on nous dit que la barrière est plus simple d'aller sur la Lune avec un pétard que d'arriver en surface, pourtant, il y en a en surface déjà dans les conditions naturelles. Donc ça, c'est une première chose. Je vais vous en montrer un petit exemple bien connu, ceux qui ont déjà visité les forges du Saint-Maurice, en bordure de la rivière Saint-Maurice. Il y a une petite zone, ici on a creusé un peu dans la terre, il y a de l'eau naturelle et cette eau-là, elle s'enflamme parce qu'il y a une émission de méthane. Il y a des gisements de gaz naturel qui ont déjà été exploités au Québec, il y en a deux, dont un dans cette région-là. Donc je vous ai parlé un peu des roches de couverture aussi. Quand on parle du Lorraine, contrairement à ce que présentait l'industrie, je vais vous parler de la réalité un peu plus complexe. On va superposer un certain nombre de choses que je connais de la géologie et que tout géologue connaît. Donc le Lorraine n'est pas que du shale, il y a donc des couches qui ont des perméabilités différentes, des couches de grès, des couches de micro-grès surtout. Et ceci complexifie un peu la présentation qu'on doit faire si on veut être réaliste ici. Autre chose qui s'ajoute, bien sûr, c'est le fait qu'en faisant plusieurs forages, on va fracturer la totalité. Et quand je dis la totalité, pour obtenir les mirobolants chiffres qu'on nous a annoncés, qui avaient pratiquement bouché le déficit du Québec, je suis obligé de presque vous faire une mise en garde. À la fin de ma présentation, vous allez tous démoraliser parce qu'il n'y en a pas d'argent. On nous a commencé à nous présenter il y a quelques mois cette histoire des gaz de schiste comme étant une espèce de trésor qu'on avait sous nos pieds. En réalité, cette ressource-là va amener des dépenses plus élevées à réparer les pots cassés que toute redevance qu'il y aura eu. Pour quelle raison? Il faudrait fracturer pour avoir les montants qu'ils ont précisés. La totalité du Tika, c'est-à-dire 10 000 km² sur 200 mètres d'épais, avec la frontière du Vermont jusqu'en Beauce, vous allez modifier totalement cette zone-là. Et en la modifiant totalement, on ne peut pas penser qu'il n'y aura pas d'impact majeur sur tout ce qu'il y a autour. L'autre problème qui n'a pas du tout été analysé, et je ne suis pas suffisamment expert en modélisation, c'est lorsqu'on aura fracturé une zone ici, et qu'on vient ensuite abandonner ce secteur-là qui avait été exploité, qu'on vient faire avec un forage à côté, une nouvelle fracturation en injectant des pressions très élevées, vous allez avoir des effets combinés. Un forage ne peut pas être étudié tout seul comme effet, mais l'effet combiné des forages dans un damier où vous aurez plusieurs choses en quinconce et des fracturations réparties dans le temps et dans l'espace d'une façon qu'on ne contrôle pas et on ne connaît pas un peu comment aborder ce problème-là, ça sera excessivement complexe. Alors à ça, je vais ajouter la présence des discontinuités. C'est probablement ce qui expliquait la petite séquence vidéo où je vous montrais que l'eau s'enflamme. Les fractures, ça c'est beaucoup plus courant. Et j'ai mis en blanc certaines fractures, c'est-à-dire lorsqu'on injecte, j'ai pris dans la vidéo, présentant l'introduction, les chiffres donnés par l'industrie. L'industrie dit
la fracturation remonte environ 90 mètres au-dessus du forage, 90 mètres en dessous, puis s'étale latéralement. Bon, alors si on se limite, on dit oui, la fracturation reste essentiellement dans le 200 mètres d'épais de l'Utica. Et s'il y a des fractures naturelles préexistantes, ce que montrent les données qui proviennent là des États-Unis, montrent au contraire que dans 80% des cas, les fractures sont des fractures préexistantes qui s'ouvrent. En fracturation hydraulique, oui, ça fracture un peu le roc, mais ça fait surtout ouvrir et en injectant du sable, garder ouvertes des fractures qui étaient là virtuellement. Si elles sont là virtuelles, les deux parois sont accolées, il n'y a pas de circulation, mais en les ouvrant par injection, on favorise la remontée. Et à partir du moment où un début de fracture est ouvert, jusqu'où est-ce que ça peut remonter? Quel chemin est-ce que ça peut prendre dans les discontinuités qu'il y a au-dessus? C'est là que ça devient extrêmement complexe et extrêmement hasardeux. Autre chose qu'il y a en géologie, il y en avait un dans une des diapos présentées, c'est la présence des roches intrusives, alors sous forme de dike quand c'est vertical, sous forme de filon-couche quand ça suit des couches plutôt à l'horizontale. Les dikes et les filons-couches, dans certaines régions, j'ai fait des relevés, j'ai fait des compilations sur des forages. Par exemple, quand on est près de Saint-Jean-d'Iberville ou à la hauteur de Longueuil, dans la partie sud de cette zone-là, on a parfois jusqu'à entre 13 et 15% du volume de la roche qui est formée d'intrusives. C'est beaucoup, c'est plus gros que représente le volume même du Mont-Royal, qui est une roche intrusive massive, mais le total, certaines de ces zones-là peuvent avoir 2-3 mètres d'épais. Donc, ce sont des quantités importantes en termes de volume, et leur présence a un effet géomécanique, c'est-à-dire affecte le comportement du massif. Vous avez quelque chose qui est 3 fois plus résistant que le shale qui est à côté. Et quand ça s'est injecté, que ça a refroidi, que ça a bougé, ça présente des zones de circulation préférentielle. Quand on est en tunnel, on voit ça assez souvent, s'il y a un dike, un filon-couche, c'est comme une faille, comme une fracture, comme une diaplase. C'est une autre zone où peut se concentrer l'écoulement de l'eau, et si l'eau passe par là, c'est sûr que le gaz aussi peut passer par là sans problème. Et finalement, les failles. Bon, les failles, j'en avais parlé. Le premier vidéo, je l'ai fait en tout premier en me préoccupant de savoir quoi l'impact des failles. Donc, le premier vidéo vous présentait la problématique de la présence d'une faille. Il n'y en a pas dans tous les forages, mais déjà, la compagnie Talisman, à son puits de Clairville, ils ont donné comme explication à la fuite de gaz qu'ils avaient, comme par malheur, rencontré une faille. Les failles cartographiées sur une carte et les failles qu'on recoupe quand on est sous terre dans une galerie qui, elle, fait 100% de la distance, il y a deux grandes différences. D'abord, sur la carte, il y a peut-être une faille montrée, alors que dans le tunnel, dans la réalité, on va voir qu'elle se décompose en 10, 15 ou 20 plans, 20 discontinuités indépendantes. Puis il arrive parfois aussi qu'il y a une erreur de l'ordre de 500 mètres entre l'endroit où la faille est indiquée sur la carte, ce que le travail des géologues ont pu faire à partir de la surface, c'est de regarder des affleurements, mais la réalité sous terre, bien, parfois ces failles-là, oui, elles sont là, mais elles ne sont pas nécessairement à l'emplacement qu'on supposait qu'elles étaient. Alors, à plus ou moins long terme, j'ai indiqué que le gaz pourra suivre ces discontinuités. C'est quand même 1000 mètres d'épais, même si la perméabilité est augmentée, il n'est pas dit que ça va sortir instantanément. Quand l'industrie dit qu'il n'y a pas de lien entre la fracturation hydraulique et la contamination des puits, c'est comme si les marchands de cigarettes venaient de sortir leurs produits. On est en 1920 ou en 1915, on vient de vendre à tout le monde des cigarettes, puis là on sort le lendemain qu'on lui a mis en marché des cigarettes. Il n'y a pas de lien entre nos cigarettes et le cancer. C'est sûr, ça va prendre un certain temps à se manifester. La fracturation hydraulique, ça dure 3-4 jours. Puis pendant ces 3-4 jours-là, si on me prouve qu'il n'y a pas de contamination en surface, je suis bien d'accord avec eux. C'est assez étonnant que ça voyage à cette vitesse. Mais ça ne prouve pas qu'il n'y en aura pas, par exemple.